Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlée, les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant, des héros dieux trompaient l'espérance. Tu désertais, victoire, et le sort était las. Oh, Waterloo! Je pleure et je m'arrête, hélas. Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des reins. C'est lors de son exil à Jersey, entre 1851 et 1852, que le grand Victor Hugo écrivit ces vers indissociables de la désastreuse bataille de Waterloo, mettant fin tragiquement à la glorieuse épopée impériale. Ils font partie du poème L'Expiation, dans lequel le poète retrace avec lyrisme toutes les étapes de la prodigieuse ascension de Napoléon, avec l'objectif de comparer le neveu quelconque, Napoléon III, qu'il appelait Napoléon le Petit, à l'oncle glorieux. Avec cette bataille contre l'Europe coalisée contre lui, Napoléon espérait enfin s'imposer face à toutes ces nations belliqueuses et imposer la paix, afin que commence pour la France et l'Europe, réconciliées avec elles-mêmes, une ère nouvelle de paix et de prospérité. Mais, malheureusement pour lui, Waterloo marqua la fin définitive de tous ses espoirs. Tout avait pourtant bien commencé pour lui depuis le retour de l'île d'Elbe, son débarquement avec 1 millier d'hommes sur les côtes françaises à Golfe-Juan, le 1er mars 1815, et sa proclamation au peuple français. « Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Vous réclamiez ce gouvernement de votre choix qui seul est légitime. Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie. J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce. J'arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors, vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors, vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. » Ces paroles vont créer la légende de l'aigle. Tout avait donc bien commencé, et tout au long de sa route, devenue en 1932 la route Napoléon, l'accueil de la population est chaleureux. Pourtant, le 5 mars à Sisteron, comme il demandait au sous-préfet si, selon lui, les Français auraient plaisir à le voir sur le trône, la réponse fut sans doute pas celle qu'il attendait. « Je crois que oui, » répondit le sous-préfet, qui ajouta aussitôt d'un air navré, « si l'on ne craignait pas de voir revenir avec vous la conscription et tous ces fléaux. »« Je sais, » reconnut l'empereur en soupirant, « je sais qu'il a été fait bien des sottises, mais je viens tout réparer. Mon peuple sera heureux. » Plus jamais la guerre. Mon peuple sera heureux, répéta inlassablement Napoléon au cours de son épopée. Et sitôt arrivé à Paris, le 20 mars, où il s'installa au palais de l'Élysée, il fit réaliser un sceau, qui ne sera pas achevé assez tôt, sur lequel était inscrit sa proclamation de foi. « Plus de guerre, plus de conquête, je veux régner en paix et faire le bonheur de mes sujets. » L'empereur espérait convaincre tous les Français, mais aussi les pays européens. Malheureusement, ceux-ci ne l'entendaient pas de cette oreille, et souhaitant en finir une fois pour toutes avec lui, et la guerre qu'il ne voulait pas, ils la lui imposèrent. À Vienne, à la fin du mois de mars, les Alliés avaient d'ailleurs signé un traité d'alliance ayant pour but, je cite, « le maintien de la paix ».
autrement dit le retour à l'état de guerre. Le tsar Alexandre est catégorique sur ce point. Ni paix, ni trêve, plus de réconciliation avec cet homme. Une 7e coalition se forma avec l'Angleterre à sa tête, bien décidée à abattre une bonne fois pour toutes l'ogre. Napoléon n'avait plus d'autre choix que de relever cet ultime défi. Espérait-il vraiment y parvenir? La question reste posée. En tout cas, en quelques semaines, il parviendra à réorganiser sa grande armée. Mais de là à remporter la victoire. Le dimanche 11 juin, il assista à sa dernière messe aux Tuileries. Le soir, après le dîner de famille, il prend mélancoliquement sur ses genoux le petit Louis, le fils d'Hortense, qu'on appelait Oui-Oui, et qui sera un jour l'empereur Napoléon III. Ses yeux croisent ceux de Fanny Bertrand, l'épouse du général Bertrand. « Eh bien, Madame Bertrand, pourvu que nous ne regrettions pas l'île d'Elbe, » lui dit-il en soupirant. Rappelons brièvement les faits qui précédèrent Waterloo. Ce plateau funèbre et solitaire, ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néant, toujours selon Victor Hugo. Le 17 juin 1815, Napoléon, voulant remporter une victoire décisive sur les Anglais, cherchait le contact avec l'armée anglaise commandée par le maréchal Wellington. Il la trouva en position près de Waterloo, en Belgique, alors occupée par les troupes de la coalition européenne. L'empereur disposait de 74 000 hommes, à opposer aux 67 000 de Wellington et 70 canons de plus. Mais ils s'avérèrent inutiles, comme l'explique fort bien Alain Lacroix de l'Association des guides de 1815. Comme il pleuvait énormément, l'épaisseur de boue était très forte, 30 cm. Les boulets de canon ne pouvaient donc pas rebondir, ce qui était la technique utilisée par les artilleurs français. L'efficacité du tir de la grande batterie allait donc être fortement diminuée. L'armée française bivouaque sous la pluie, sans pouvoir allumer les feux. Par ailleurs, la topographie des lieux joua beaucoup contre elle. Le champ de bataille est étroit et tout en relief. Napoléon ne se rend pas compte immédiatement qu'il est pris dans un piège et qu'il n'a pas la possibilité de stratégie, de développement tactique comme à Austerlitz par exemple. Tout ce qu'il peut faire, c'est attaquer encore et toujours, ce qu'il va faire toute la journée du 18 juin, comme le souligne encore Alain Lacroix. Mais, au cours de la nuit du 17 au 18, la troupe affamée ne put dormir. Aussi, pour la laisser reposer, Napoléon retarda de quelques heures le début de l'action. Cette raison, fort louable, ne fut pas la seule, comme nous le verrons. À l'aube du 18 juin, entouré de ses divisions, il scruta le ciel en espérant un signe de sa part, comme la fin de cet hiver soudain et prolongé à quelques jours de l'été. En vain. Le fait qu'il retarda le début de la bataille permit l'arrivée de 30 000 Prussiens commandés par le général Bülow, ce qui renversa l'équilibre des forces. Mais, malgré cette disproportion, Napoléon, après 4 charges, força Wellington à reculer. À ce moment-là, l'empereur tressaillit. Il vit subitement le plateau du Mont-Saint-Jean, lieu plus précis de l'engagement, se dégarnir et le front de l'armée anglaise disparaître. Il se souleva à demi sur ses étriers. L'éclair de la victoire passa dans ses yeux. Il comptait sur l'armée du général Grouchy, avec ses 30 000 hommes. Et avec ce renfort, il était sûr à présent de gagner la bataille. Or, la troupe qui parut dans l'après-midi ne fut pas celle de Grouchy, qui, semble-t-il, terminait son repas et mangeait les fameuses fraises, malgré les appels réitérés du général Gérard de marcher au canon sans plus tarder, mais ce fut celle du général prussien Blücher. La victoire n'était désormais guère possible, mais Napoléon voulait encore y croire. Mais toujours ce temps exécrable, cet hiver insolite à l'aube de l'été
qui épuisait les corps et rongeait le moral des troupes, lesquelles avaient pourtant connu, lors de batailles précédentes, des conditions de vie souvent extrêmes. Je pense au soleil de plomb lors de la campagne d'Égypte, ou aux tempêtes de neige en Russie. Certes, me direz-vous, les conditions météorologiques étaient les mêmes pour tous, mais Napoléon disposa ses troupes comme sur un jeu d'échecs. Et face à des ennemis nettement plus mobiles, Waterloo, sous une pluie incessante, devient un véritable bourbier pour nos soldats, un abominable cloaque qui eut rapidement raison de l'échiquier militaire français. Il faut d'abord souligner que si la bataille de Waterloo commença plus tard que prévu initialement, à savoir à 11h30, ce n'est pas seulement parce que Napoléon voulut faire reposer ses soldats. C'est aussi, et peut-être principalement, parce que la terre était imbibée d'eau et qu'il était nécessaire d'attendre qu'elle se raffermisse pour que l'artillerie puisse manœuvrer. S'il n'avait pas fait ce temps abominable et que la terre avait été sèche, l'artillerie aurait pu rouler. Et donc Napoléon n'aurait pas songé à laisser ses hommes se reposer et l'action aurait commencé au petit matin. Dans cette hypothèse, la bataille était gagnée et terminée à 2h de l'après-midi, 3 heures avant la péripétie prussienne du général Blücher. Hélas, il n'en fut rien et la pluie et le froid furent pour le duc de Wellington de bien précieux alliés. Napoléon, décontenancé devant la tournure prise par les événements, finira par envoyer son corps d'élite, la garde impériale. Mais celle-ci reculera pour la première fois de son histoire sous les coups de butoir d'une brigade belgo-néerlandaise dirigée par le général David Chassé, qui leva son sabre et ordonna à ses hommes de charger à la baïonnette. Avant d'intégrer la coalition, il avait été au service de la France en 1810 et Napoléon l'avait alors surnommé le général baïonnette à cause de l'usage fréquent et réussi qu'il faisait de cette arme. Cette brigade se distingua par sa vaillance. Eh bien, plus qu'un échec, Waterloo allait devenir alors une véritable déroute pour la grande armée. Nos manteaux et nos pantalons étaient recouverts de plusieurs kilos de boue. Une grande partie des soldats avaient perdu leurs chaussures et marchaient pieds nus, rapportera un sergent sous-officier de la garde qui, comme chacun sait, meurt mais ne se rend pas. Cette parole historique a été attribuée au général Cambronne lorsque l'armée française, sous la poussée des Prussiens, commença à se replier dans le plus grand désordre. Incontestablement, on peut dire que l'honneur sera sauvé par la résistance héroïque de la vieille garde groupée autour de Cambronne. Au cœur du désastre, on retiendra l'héroïsme de tous ces hommes. Maigre consolation. On retiendra aussi l'abattement de Napoléon, qui prend conscience que tout est perdu. Et pourtant, il devait obtenir la victoire. Jamais aucune de ces batailles n'avait présenté moins de doutes à ses yeux. Alors, l'empereur pleure. Il pleure comme un enfant. Il pleure en silence. Il pleure d'épuisement, de dégoût, de tristesse, de rage. Comment la grande armée, sa grande armée, celle qui fut la plus belle armée d'Europe et fit trembler toutes les nations, avait-elle pu être mise en déroute en quelques heures? L'un de ses aides de camp rapporte, sur son visage morne, aux pâleurs de cire, il n'y avait plus rien de la vie que des larmes. On dénombrera au cours de cette journée du 18 juin 40 000 Français morts, blessés ou disparus. Mais ce bilan demeure très incertain. Waterloo fut la dernière bataille livrée par Napoléon, aux conséquences catastrophiques pour lui, puisqu'il sera obligé d'abdiquer, et on connaît la suite. Sa tentative de fuite aux États-Unis,
puis sa demande d'aide aux Anglais, et enfin Sainte-Hélène. Le duc de Wellington triomphait sur toute la ligne, sans savoir qu'il avait bénéficié du soutien d'un formidable allié venu d'Asie du Sud-Est. Car bien évidemment, à l'époque, personne n'attribua la cuisante défaite de Napoléon à cet étonnant bouleversement climatique dû, comme nous allons le voir, à l'éruption d'un volcan qui se trouvait à des milliers de kilomètres du vieux continent en Indonésie. Qui aurait pu seulement l'imaginer? D'innombrables traités, des bibliothèques entières sont consacrées à l'analyse des stratégies militaires de Napoléon, mais bien peu prennent en compte cette variable. De nouvelles recherches concernant l'impact des catastrophes naturelles sur les événements historiques prouvent qu'ils sont souvent considérables et que le cours de l'histoire peut même être radicalement changé. Je suis aujourd'hui persuadé que cet impact doit être pris en considération par les historiens actuels. Voici donc ce qui se passa précisément. Cette même année 1815, 2 mois avant Waterloo, le 10 avril précisément, le volcan le Tambora, sur l'île de Sumbawa, est sur le point d'exploser. Le diamètre du volcan au niveau de la mer est d'environ 60 km et sa hauteur est de 4000 mètres. Situé au cœur de la ceinture de feu du Pacifique, la zone où l'activité sismique est la plus intense de la planète, le plus grand canon naturel de l'histoire attendait patiemment depuis 5000 ans sa mise à feu. Le feu d'artifice dura 1 semaine, faisant exploser la montagne et libérant dans la stratosphère 1,5 million de cendres volcaniques aussitôt disséminées par les vents. C'était la plus violente éruption volcanique jamais connue historiquement, aux côtés de celle du volcan de l'ancienne île de Santorin en Grèce en 1610 avant Jésus-Christ et celle du volcan Taupo en Nouvelle-Zélande en 230. Elle fut aussi la plus meurtrière. La ville du même nom, d'environ 10 000 habitants, située au pied du volcan, est rayée de la carte. Le Tambora, dont l'éruption eut une puissance surpassant de 10 000 fois celle des bombes A d'Hiroshima et de Nagasaki réunies, fit près de 93 000 morts et ces explosions seront entendues à plus de 1400 km de distance. De gigantesques tsunamis s'abattirent sur toutes les îles avoisinantes, à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et la plus grande épidémie de choléra du XIXe siècle démarra dans le golfe du Bengale, en Inde, pour se propager bientôt dans le monde entier. L'explosion du Tambora eut en effet des conséquences dramatiques à court terme, la défaite de Waterloo, mais aussi à long terme et sur toute la planète. On peut même dire qu'elle modifia le cours de l'histoire en entraînant notamment, selon Stephen Carey, un éminent chercheur de l'université de Rhode Island, un refroidissement de 1 degré à l'échelle mondiale, une baisse des températures qui pouvait atteindre 10 degrés selon les régions. Elle est à l'origine de ce que l'on a appelé l'année sans été, l'année 1816, au cours de laquelle des tempêtes de neige balayèrent les côtes de la Nouvelle-Angleterre, conduisant le président américain Thomas Jefferson à redouter des famines sans précédent. Les récoltes pitoyables provoqueront la première grande crise économique. Au Yunnan, les paysans meurent de faim, vendant leurs enfants et se lançant dans la culture du pavot à opium plus résistant que le riz. L'Irlande connaît une effroyable famine, suivie d'une épidémie de typhus. En Suisse, des glaciers avancent avant de fondre brutalement, détruisant des vallées entières. Dans le golfe du Bengale, l'absence de mousson entraîne une mutation redoutable du germe du choléra,
dont l'épidémie gagnera l'Europe par vagues successives, rappelant le cataclysme de la peste noire au XVIe siècle et entraînant des soulèvements, des émeutes et des révolutions un peu partout. Toutes ces catastrophes, qui semblent n'avoir rien de commun entre elles, sont les conséquences directes de l'éruption du Tambora. À Londres, au mois d'octobre 1815, le pharmacien britannique Luke Howard, un austère quaker du quartier populaire de Tottenham, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la météorologie, note presque quotidiennement des coups de vent et des violentes tempêtes de vent et de pluie sur Londres. C'est un passionné des phénomènes climatiques que l'on nommera la climatologie, et on lui doit la classification et la description des 3 catégories de nuages, cumulus, stratus et cirrus. Il sera appelé, quelques années plus tard, le parrain des nuages. Au cours des 2 premiers mois de l'année 1816, il constate que la température est de plus en plus froide, anormalement froide. J'ai eu l'occasion d'observer à Tottenham, écrit-il, le froid intense des 9e et 10e jours du second mois de 1816. Un coup de vent venu du nord-est transforma en neige l'humidité alors abondante. La température au sol était si froide le 9e jour à midi que, contrairement à son effet habituel sur notre climat, la lumière du soleil n'a pas provoqué la moindre fonte de neige. Les plaques lisses formées par cette dernière gardant leur forme, reflétant la lumière avec tout l'éclat de gouttes de rosée. Au cours de la journée du 9 février, il remarque que la température ne dépasse pas -7 degrés, descendant à -15 degrés pendant la nuit, une température qui s'est maintenue durant 12 heures durant. Il souligne toutefois que ce phénomène de froid excessif n'est pas exceptionnel à des latitudes plus élevées, mais qu'il est tout à fait remarquable pour le sud de l'Angleterre. Le soleil brillait, mais semblait avoir perdu tout pouvoir de réchauffement. Mais Howard n'était pas au bout de ses surprises. L'été qui suivra restera dans les mémoires comme une malédiction. Il fut particulièrement sinistre et apportera une suite ininterrompue de tempêtes, de coups de vent et de froid. Des habitants ébahis racontèrent avoir vu des chutes de neige sur les sommets de l'Helvellyn, dans le nord de l'Angleterre, en plein mois de juillet, et des congères de 1,50 m d'épaisseur dans le nord de l'Europe. Dans les journaux, Howard recensait les rapports établis par la marine sur les conditions de navigation en juillet qui ressemblaient à celles des pires hivers. Pour les Britanniques, l'été 1816 tournait à la situation d'urgence climatique généralisée. Mais Howard se rendit compte très vite, à la lecture des journaux européens et des rapports de ses correspondants, que le phénomène ne concernait pas seulement la Grande-Bretagne, mais que toute l'Europe était concernée, et bien au-delà même du vieux continent. Une étrange atmosphère de fin du monde enveloppait la terre entière. En France, en plein été, des pluies de grêle anéantissaient les récoltes. Les tempêtes atteignaient une intensité frénétique. En Suisse, un blizzard accompagné de pluie confinait la population chez elle, et l'été genevois sera retenu comme le plus froid et le plus humide depuis 1753, date des premiers relevés météorologiques. On comptera 130 jours de pluie entre avril et septembre qui gonflèrent les eaux du Léman, inondant Genève, au point que dans certaines parties de la ville, on ne pouvait plus se déplacer qu'en bateau. C'est dans cette ambiance littéralement électrique, au cours de cet été glacial, que le poète romantique Percy Shelley, sa jeune épouse Mary, âgée de 18 ans, qu'il avait rencontrée la première fois au cimetière Saint-Pancras, et la sœur de Mary, Fanny,
qui passaient l'été en Suisse, au bord du lac Léman, ainsi que leur voisin, le déjà fort célèbre poète Lord Byron et son ami le docteur Jean Polidori, ne pouvaient pas mettre le nez dehors en raison de ce temps exécrable, eurent l'idée d'un concours d'histoire de fantômes en guise de jeu d'intérieur, disons. C'est dans la belle villa Diodati, au bord du lac, où Byron s'était installé, que tout commença dans la nuit du 18 juin 1816, une date cruciale de l'histoire littéraire, alors qu'un orage d'une violence inouïe s'abattait sur eux, par une lecture à haute voix, à la lueur des bougies, des vers gothiques que venait de publier Samuel Taylor Coleridge, auteur du fantastique Le Dit du Vieux Marin. Puis, Byron conçut les grandes lignes d'une histoire moderne de vampires, que le docteur Polidori s'appropriera plus tard. Et Mary Shelley commença à imaginer une histoire d'horreur, évoquant un sinistre monstre qui reçoit accidentellement la vie pendant une tempête. À partir de ce 18 juin, en quelques semaines d'une météo biblique, vont naître des icônes exceptionnelles de la culture populaire moderne. Le monstre du docteur Frankenstein, héros emblématique du roman de Mary, et le Dracula byronien. À la fin du mois, Byron, un autre de ses amis, le grec Nicolo Giraud, qui était également son amant, et Percy Shelley, profitèrent d'une accalmie du ciel pour faire du canotage sur le lac Léman. Mais ils furent repris au dépourvu par une forte et subite tempête venant de l'est, et ils manquèrent s'échouer. La force du vent, rapportera Shelley, augmenta peu à peu jusqu'à ce qu'il devint excessivement violent, et comme il venait de l'extrémité la plus éloignée du lac, il produisait des vagues d'une hauteur effrayante et recouvrait toute la surface d'un chaos écumeux. Ils trouvèrent, par miracle, un port abrité où même les habitants habitués aux tempêtes échangeaient des regards d'étonnement. Sur la rive, des arbres avaient été arrachés ou fracassés par la foudre. La foudre et l'éclair de juin 1816 portèrent à l'incandescence l'imagination littéraire de Mary Shelley et de Lord Byron. Mary utilisa sa propre expérience d'un orage violent et effrayant pour en faire un moment d'inspiration fatale pour son jeune savant maudit, dont la vie s'en trouva transformée. « Il venait, écrit-elle, des monts du Jura, et la foudre éclatait à la fois avec un bruit terrifiant de plusieurs côtés du ciel. Tant que dura l'orage, je ne cessai d'en observer le cours avec curiosité et joie. Debout à la porte, je vis soudain un ruisseau de feu sortir d'un vieux chêne magnifique, et qui se dressait environ 20 mètres de notre maison. Et à peine cette éblouissante lumière s'était-elle dissipée que le chêne lui-même avait disparu et qu'il ne restait qu'une souche calcinée. Désormais, celui-ci se dévouera avec une énergie maniaque à l'étude de l'électricité et du galvanisme, le galvanisme qui consistait à ramener à la vie un cadavre en utilisant le courant électrique. C'est donc dans les tempêtes apocalyptiques dues au tambora que naît la créature à peine humaine, déformée, tordue, de grande taille, du docteur Frankenstein, anti-super-héros de la modernité, Prométhée moderne, voleur du feu divin. En imaginant Frankenstein, écrira plus tard Mary, j'ai songé à une histoire qui parlerait aux peurs mystérieuses de notre nature et susciterait un frisson d'horreur. Incontestablement, elle atteignit son but. On peut penser par ailleurs que Mary Shelley fut particulièrement impressionnée lors d'une randonnée dans les Alpes suisses par des enfants croisés dans les villages qu'elle traversa et qui paraissaient extraordinairement difformes et maladifs.
et dont la plupart d'entre eux étaient estropiés avec un goitre. La créature, née de l'imagination de Mary Shelley, porte incontestablement la marque des populations européennes affamées et malades au milieu desquelles elle vivait au cours de ce terrible été du Tambora. Par ailleurs, il faut souligner, dans le roman, la répugnance ressentie par les gens pour la créature qui se lamente. « Tous les hommes détestent les malheureux ». Celle-ci reflète parfaitement le manque total de compassion manifesté par de nombreux Européens des classes bourgeoises envers les victimes climatiques innombrables du volcan de l'île de Sumbawa, souffrant de faim, de froid, de maladie, et envers tous ces sans-abri parcourant les routes à la recherche d'un peu d'aide dans l'Europe de l'après-Tambora. Pourtant, Mary Shelley affirmera toujours que son Frankenstein était un pur produit de son imagination et qu'elle ne s'était pas inspirée du monde réel. On a peine à la croire. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette fameuse nuit d'orage apocalyptique du 18 juin aura été la première source d'inspiration de son roman, et que la description de sa créature aux yeux jaunes, délavés et interrogateurs, rappelle ces enfants mendiants, en partie difformes et souffrant probablement de faim qu'elle rencontra. D'autres observateurs, notamment des touristes anglais ou français voyageant de Rome à Naples à la même époque, parleront de la lividité des habitants misérables de cette région. Comme on leur demandait comment ils vivaient, ces spectres animés répondaient simplement « Nous mourrons ». Aux premières loges depuis son balcon de la villa Diodati, Byron relatera dans un poème apocalyptique qu'il appela « Ténèbres » le jour où le nuage de poussière du Tambora masqua le soleil alpin. Il commence ainsi. J'eus un rêve. Il ne fut pas pleinement un rêve. L'éclatant soleil s'était éteint. Les étoiles erraient d'obscurcies parmi l'espace éternel, sans rayon ni chemin, et la terre glaciale aveugle balançait, noire dans l'air sans lune. L'aube fuit, vint stérile du moindre jour. Les hommes laissèrent leur passion dans l'effroi de leur désolation, où les cœurs se gelèrent en une prière égoïste à la lumière. Ils vécurent en veillant au feu. Ce poème de Byron, à la suite du Tambora, est traversé par un thème parallèle à celui de Frankenstein, au milieu d'un tumulte météorologique, dans un environnement dévasté, toxique, et une situation anxiogène, la compassion humaine disparaît. Il n'y a plus d'amour, plus de sentiment pour son prochain. Il n'y a que la peur et l'hostilité. Comme le dit la pauvre créature de Mary Shelley, elle souffrait des rigueurs de la saison, mais plus encore de la barbarie humaine. En 1816, Byron n'est pas le seul à se livrer à des spéculations apocalyptiques. À Bologne, en Italie, un astronome prédisait la fin du monde et donnera même une date précise, le 18 juillet 1816, avec l'extinction du Soleil. La dénommée prophétie de Bologne, rapportée dans la presse européenne, devint le paratonnerre d'une panique millénaire accompagnant la dégradation du climat et l'instabilité politique des lendemains de Waterloo. La fin du monde n'eut pas lieu, mais on assista à une vague inédite de violentes tempêtes entre le 15 et le 20 juillet dans toute l'Europe, et le poète Coleridge résuma le sentiment général en parlant de climat de fin du monde.
Parmi les nombreuses épidémies qui se déclenchèrent dans le monde à la suite de l'éruption du Tambora, qui créa un terreau favorable à leur développement avec la sécheresse et les inondations durant la période 1815-1818, notamment en Asie du Sud et au Bengale en particulier, je voudrais m'arrêter, si vous le voulez bien, sur celle qui deviendra un fléau mondial terrifiant et fit des milliers de victimes, le choléra. Après un reflux en 1820, le choléra connaîtra une nouvelle vigueur en 1829 quand il atteignit Moscou. En 1830, il sera à Paris, et sa victime la plus illustre sera en 1832 le président du Conseil, Casimir Perier. En 1831, il touchera l'Angleterre et l'année suivante, l'Amérique. En avril 1832, le poète et journaliste allemand Heinrich Heine racontera qu'au cours d'un bal masqué à Paris, il vit de ses yeux un invité habillé en arlequin s'effondrer brusquement. La panique s'ensuivit, des douzaines d'autres victimes tombèrent sur le sol jusqu'à ce que la salle de bal ressemblât à un champ de bataille. L'impact de cette épidémie, fruit du changement climatique consécutif à l'éruption du Tambora, était pour les Européens une insulte au progrès, et elle rappela le cataclysme de la peste noire au XVIe siècle. Marseille ne sera pas épargnée. En 1835, les malades et les morts se multiplient dans la cité phocéenne. 10 000 à 12 000 personnes quittent la ville précipitamment, et tandis que les médecins s'affairent auprès des malades, Monseigneur de Mazenod, l'évêque de Marseille, renouvelle la grande cérémonie religieuse du 1er novembre 1720, conduite par Monseigneur de Belzunce au moment de la Grande Peste, en organisant une longue procession avec la statue de la Vierge de la Garde. Il bénit les quelques 50 000 pèlerins qui suivent celle-ci et grimpe jusqu'à la vieille chapelle au pied du fort de François Ier. D'autres pèlerins montent jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame-des-Anges, accroché à la chaîne de l'Étoile, qui fut sous la Révolution le refuge des prêtres réfractaires et dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Le 26 juillet 1835, Louis Long, notaire et adjoint au maire de Roquevert, écrit à sa femme réfugiée à Riance pour l'informer de la progression de l'épidémie. Le pic de la mortalité a déjà été atteint, 172 décès à Marseille. Le maire de Roquevert étant absent, c'est Louis Long qui s'efforce de prendre en main la situation. Comble de malheur, des orages d'une violence inouïe s'abattent sur le terroir de Roquevert et provoquent d'importants dégâts. Louis Long est débordé tant par son travail de notaire que par ses charges municipales. Il se confie de nouveau à sa femme. « Quelle calamité, ma bonne amie! Dieu est fatigué de nous. Les grêlons tombent gros comme des noisettes, et la moitié du terroir a été tellement ravagée que toutes les récoltes sont perdues. » Puis il aborde la situation à Marseille même. « Le choléra ravage Marseille d'une manière cruelle. Tous les jours, le nombre de morts augmente. On en compte plus de 200 dans la journée d'hier. Il est passé ici plus de 2000 fugitifs. Jour et nuit, des voitures postes, charrettes se succèdent continuellement. Ah, c'est pitoyable à voir. Pour notre part, nous avons eu jeudi dernier, à la suite des orages, une journée d'épouvante. Ah, je t'assure, ma bonne, que ce fardeau n'a pas été léger cette semaine. Il fallait donner tête à tout. Dimanche prochain, il y aura une procession de la Sainte Vierge. Déjà, nous avions suspendu le son des cloches et le chant aux enterrements, car on s'évanouissait de partout. Cette leçon a été bien salutaire. Les confessionnaux s'ouvrent à bien des personnes craignant pour leur salut. Chacun vient à présent faire son testament. Pour 6 actes, il y en a 4 de cette nature. Au lieu de t'engager à venir, comme je l'ai fait dans ma lettre précédente, je t'engage au contraire à rester. Si cependant le choléra sévissait à Riance,
Je préférerais que tu fusses ici. Aix est une ville déserte. On dit que le choléra y fait toujours rage. Mais il a un peu diminué. J'ai vu hier, par exemple, dans le journal qu'il n'y avait eu que 7 décès du 23 au 24 juillet. Alors cette lettre intéressante, dont je vous lis qu'un court extrait, relate avec précision les calamités de cet été 1835 à Marseille. Mais l'épidémie ne se limitera pas à Marseille intramuros. Ce sera l'une des plus meurtrières que la ville ait connue. Elle fera près de 2500 victimes, la mortalité la plus grande depuis la peste de 1720. Il faut signaler qu'au cours de cette année meurtrière, Giuseppe Garibaldi, qui était alors un proscrit politique à Marseille, condamné à mort par la cour martiale de Gênes et qui s'était réfugié dans la cité phocéenne sous le nom de Monsieur Pan, fit montre d'un grand courage, n'épargnant ni son temps ni ses efforts pour soulager les maux de la population marseillaise aux abois. Revêtu de la chemise à capuchon taillée spécialement pour cette tâche, il participera aussi au lugubre transport de nombreux cadavres enveloppés de linceuls de fortune dans les chariots d'enlèvement des immondices. Cette terrible épidémie aura toutefois une conséquence heureuse, celle d'accélérer la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau de la ville. Le choléra occupera une place centrale dans l'histoire sociale de l'Europe au XIXe siècle. Et c'est encore Mary Shelley qui, par sa plume, l'évoquera le mieux dans un roman d'anticipation qu'elle écrivit en 1826, Le Dernier Homme, récit d'une catastrophe globale provoquée par une maladie due au climat. Sa description apocalyptique d'un monde vidé de ses habitants par une maladie épidémique qu'elle attribua à des perturbations atmosphériques est saisissante et glaçante. À la fin du roman, les guerres et la maladie ont effacé toute trace humaine sur la terre. Le monde est transformé en désert. À Saint-Pierre de Rome, Lionel Vernet monte sur la basilique et y grave « En 2100, dernière année du monde ». Son seul compagnon est un chien. Il frette un petit navire et s'en va avec lui sur les flots. Ainsi, écrit Mary, le long des rivages de la terre déserte, le soleil haut dans les terres ou la lune au firmament, les esprits des morts et l'œil toujours ouvert de l'être suprême veilleront sur la frêle embarcation dirigée par Vernet, le dernier homme. Mary Shelley rédigea ce roman qui appartient au romantisme le plus noir après une série de tragédies personnelles. La mort de ses 3 enfants et celle de Percy, son mari, noyé lors d'un naufrage au large de Livourne. 6 ans après la publication du Dernier Homme, son frère, William Godwin, mourut à son tour du choléra dans un quartier malsain de Londres. À partir de 1816 et jusqu'à la fin des années 1830, les campagnes européennes deviennent une terre de morts-vivants. Choléra, mais aussi typhus et famine font des ravages. Luke Howard, au cours de l'année 1816, voulut se rendre compte sur place de cette singulière révolution climatique et de ses conséquences, et il voyagea dans toute l'Europe. Partout où il se rendit, il put voir des villages sous l'eau et des quartiers entiers des grandes villes inondés. Il tomba sur des digues emportées et des ponts détruits par des inondations soudaines. Lui aussi rencontra des enfants affamés et difformes, mais pas seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe, en Italie, en Allemagne, où le théoricien militaire Karl von Clausewitz témoignera de scènes bouleversantes.
J'ai vu des peuples décimés, ayant perdu toute humanité, fouillant les champs à la recherche de pommes de terre à demi pourries. En France, il observa que les céréales pourrissaient dans des champs détrempés par la pluie, et que les mendiants, surtout des enfants, étaient très nombreux. Le manque de nourriture était flagrant. De retour en Angleterre, il constata que la situation sociale s'était encore aggravée et que des émeutes éclataient un peu partout. Paysans affamés, mineurs désespérés. Partout en Europe, la crise de subsistance affaiblira considérablement les populations européennes et l'épidémie de famine coûtera la vie à des centaines de milliers de personnes. Pour en revenir à Mary Shelley, en fait, ce sont deux de ces romans que l'on peut relier directement au Tambora. Le célèbre Frankenstein et Le Dernier Homme. Sans doute devrions-nous les prendre comme des mises en garde. Comme le docteur Frankenstein, nous avons créé un monstre. Mais un monstre bien plus redoutable encore, que nous ne savons plus arrêter. Notre Frankenstein climatique se nourrit du gaspillage du carbone et de la destruction systématique de nos forêts et de notre faune. Il menace notre propre existence. Et comme la créature du docteur, il risque fort de nous détruire si nous ne réagissons pas énergiquement. S'il en est encore temps. Pendant que, dès le mois d'octobre de la funeste année 1815, Luke Howard notait méticuleusement les changements climatiques considérables qu'il constatait, l'empereur, déchu, à bord du Northumberland, arrivait en vue de Sainte-Hélène. Nous étions le dimanche 15 octobre, donc 1815. Il était accompagné de quelques fidèles, le général Bertrand et son épouse, le marquis et la marquise de Montholon, le général Gaspard Gourgeot, le comte de Lascaz, auteur du Mémorial, ainsi que de son valet de chambre, Louis Marchand, du mamelouk Ali et de son ami d'enfance, Jean-Baptiste Cipriani. Du sabord de sa cabine, la lorgnette au poing, il regarda l'île se rapprocher. Et il est saisi par cette écrasante muraille brune et rouge qui, d'une hauteur phénoménale de près de 800 mètres, tombe d'une masse dans la mer. Se tournant vers Gourgeot, il lui dit alors en soupirant « Ce n'est pas un joli séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Je serais à présent empereur de tout l'Orient. » En fait, il feint de plaisanter pour dissimuler l'épouvante qui le saisit en pensant que c'est là qu'il va devoir vivre. Madame Bertrand, de son côté, ne mâche pas ses mots. « C'est horrible !» écrit-elle, quelques jours après leur arrivée. « Le diable a scié cette île en volant d'un monde à l'autre. » Cet avis, exprimé en termes crus, était partagé par tous ceux qui débarquèrent avec Napoléon et vivront quelques mois ou quelques années. Dans l'un de ses rapports, en juin, le commissaire marquis de Montchenu écrit « C'est l'endroit du monde le plus isolé, le plus pauvre, le plus insociable et le plus angoissant. » En décembre, Napoléon, qui n'est plus appelé par les autorités anglaises que général, s'installe à Longwood. Il est triste et abattu. Il passe de longues heures dans sa baignoire. Il sort peu. Jour après jour, il ressasse longuement son passé et revit la bataille de Waterloo du 18 juin. « Ce que peut la fatalité quand elle s'en mêle, s'écrie-t-il un jour. La destinée a de ses tournants. Cette bataille, assurément, il devait la gagner. Il aurait pu la gagner. Et d'ailleurs, Wellington lui-même écrira plus tard à propos de Waterloo « C'est l'affaire la plus désespérée où je me suis trouvé. Je n'ai jamais pris tant de peine pour une bataille. Je n'ai jamais été si près d'être battu. » Les fêtes de Noël et du Nouvel An 1816 se dérouleront dans un climat morose. Le cœur n'y est pas.
que l'on comprend aisément. Par ailleurs, on manque de tout, et parfois même du nécessaire. Napoléon fera même briser l'argenterie du service impérial pour le vendre à Jamestown afin de financer ses besoins. Mais plus que des restrictions qu'on leur impose, c'est surtout le climat qui épouvante les compagnons de Napoléon. Octave Aubry, dans son récit de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, évoque ce ciel capricieux et les changements subis du temps. Soudainement, alors qu'un dur rayon raye la peluche des prés et fait éclater dans les jardins tous les rouges et des hibiscus, des géraniums, des bougainvilliers, et de ces poinsettias qui portent au bout de leurs feuilles plates d'éblouissants diadèmes, un lourd couvercle de nuages s'abat sur l'île. Les montagnes fauves et noires, striées de vert, ont disparu. Une ouate opaque couvre tout, on ne voit pas à 10 pas. Puis, une gifle de vent, un réveil de l'Alizé qui ne dort jamais qu'à demi, et des buées s'évaporent. La lumière du nouveau monde. Un instant plus tard, elle s'éteint encore, et une longue, fine pluie commence, qui ne durera peut-être qu'un quart d'heure, ou ne finira que dans 8 jours. Il faut préciser qu'habituellement, les hautes pressions de l'Atlantique Sud et la zone dépressionnaire équatoriale contrôlaient le climat de l'île qui était doux et uniforme malgré les alizés du sud-est. Or, en ce début d'année 1816, au dire des habitants de Jamestown, la capitale, rien n'est plus pareil. Des brumes froides et des averses se succèdent à un rythme effréné. Les températures sont très nettement inférieures à la normale. Elles n'atteignent que 10 degrés en ce mois d'octobre, soit en moyenne de 5 à 8 degrés inférieurs au normal. Mais Sainte-Hélène n'est pas une exception. Partout dans le monde, les températures sont en chute libre, conséquence directe du tamboura. Dès leur arrivée, Napoléon et ses compagnons sont confrontés à un fléau bien connu des autochtones, les rats. Leur présence sur le plateau de Longwood avait été de tout temps constatée. Mais curieusement, depuis quelques jours, ils semblaient effrayés et pris d'une singulière excitation. Dès le commencement de notre arrivée, relate Marchand, ils se répandirent dans toute la maison, du grenier au rez-de-chaussée. Ils ravageaient tout, détruisaient poulaillers et clapiers, se faufilant partout, même dans les pièces d'habitation. Les alentours de la maison furent ainsi envahis par une véritable armée de rongeurs, montant la garde devant la porte de l'office. Nous subissons un véritable siège, déplorait Montholon, et en s'adressant au colonel Viennard, il lui signala « Il n'y a plus une nappe de table à Longwood, les rats les ont toutes détruites. » Quant à Albine, son épouse, elle était très inquiète. On craignait pour les enfants qu'ils ne s'introduisent dans les berceaux. On y veillait continuellement. Enfin, c'était une vraie calamité. La nuit, Napoléon les entendait grouiller au-dessus de sa tête, gratter sous le plancher de sa chambre, s'attaquer aux boiseries. Le jour même, il en vit en sortir un de son chapeau alors qu'il s'apprêtait à le prendre pour sa promenade du soir. Au fil des jours et des semaines, à Sainte-Hélène, le temps est de plus en plus épouvantable. Napoléon ne se sent pas bien. Il frissonne et il est fiévreux. Il a mal aux dents et digère mal. Il attribue ces maux à la violence du vent et au climat atroce de Longwood. Comme un peu partout dans le monde, il n'y a pas d'été en 1816, à Sainte-Hélène. Napoléon s'enrhume de plus en plus souvent, et même en plein mois d'août, et il commence à avoir des problèmes de santé. Par ailleurs, il était désormais de plus en plus convaincu qu'il ne quitterait jamais son île. A fortiori, Sainte-Hélène n'était pas l'île d'Elbe. En 1817, il commença à penser que sa captivité, que de sa captivité et de sa mort à Sainte-Hélène dépendrait sa future légende, et qu'il fallait bien qu'il travaille désormais à la construire. Le martyr transfigurait le conquérant, et l'avenir prouvera qu'il avait raison sur ce point.
2 ans d'inaction, écrit son médecin irlandais O'Meara, un climat meurtrier, des appartements mal aérés, bas, un traitement inouï, l'isolement, l'abandon, tout cela agissait de concert. Est-il surprenant que le désordre se soit mis dans les fonctions hépatiques? O'Meara ne craignait pas de prononcer le mot redouté d'hépatite chronique, et sans oser l'attribuer ouvertement au climat, il n'hésitait pas à dire qu'elle lui était imputable au point de laisser entendre qu'il, en internant Napoléon sur ce rocher, les Britanniques avaient espéré le faire mourir. Le fidèle médecin sera obligé de quitter Sainte-Hélène car il refusera d'espionner l'illustre prisonnier comme le lui demandait le gouverneur. Napoléon, en apprenant ce départ, est accablé. Il estime que Hudson Lowe n'a pas le droit de lui enlever son médecin et de lui imposer un autre praticien. Pendant plusieurs mois, il restera sans autre soin que ceux appliqués par ses fidèles en suivant les prescriptions de O'Meara. Au cours de l'été 1818, Montholon écrit à Marie-Louise. « L'empereur Napoléon se meurt dans les tourments les plus affreux et la plus longue agonie. Seul, sans amis, sans parents, sans nouvelles de sa femme, de son fils, sans aucune consolation. Il supplie Marie-Louise d'intervenir. Elle ne répondra même pas. Ses proches ne tardent pas à souffrir également, et dès l'été 1816, du climat de l'île et de cette vie à huis clos. Bientôt, presque tous ne songent plus qu'à s'en aller le plus loin possible et le plus vite possible. Lascasse fut le premier à quitter Sainte-Hélène. Son manuscrit confisqué par Hudson Lowe, le geôlier de l'empereur déchu, ne lui fut rendu qu'après la mort de Napoléon. Puis successivement, ce sont au tour du général Gouraud, puis du médecin O'Meara de quitter l'île. En février 1819, Jean-Baptiste Cipriani meurt, peut-être empoisonné, et Albine de Montholon part accompagnée de sa fille Napoléone, peut-être le fruit de son union avec l'empereur déchu. Quant à Napoléon, dès 1817, sa santé ne cesse de s'aggraver. En septembre, Longwood manque de bois de chauffage pour combattre l'humidité ambiante. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Il fait casser son lit en bois pour alimenter la cheminée. Par ailleurs, il se plaint de plus en plus d'une douleur diffuse du côté droit. En 1818, O'Meara, avant de quitter Sainte-Hélène, aurait confié au gouverneur Hudson Lowe qu'il ne donnait pas à Napoléon 2 années de vie. Il vivra en effet jusqu'en 1821 et il s'éteindra lentement et dans d'atroces souffrances le 5 mai à 7h49. Au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rend à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine, écrira Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. Il avait 52 ans. Sa mort reste toujours empreinte de mystère. On parlera d'empoisonnement à l'arsenic et d'intoxication criminelle, selon le docteur Keynes, qui fit procéder aux dernières analyses en 2005. Mais pour ceux qui réfutent cette hypothèse, la dose d'arsenic retrouvée n'était pas mortelle. Elle était tout à fait compatible avec celle retrouvée à l'époque dans des échantillons comparables de Joséphine de Beauharnais, par exemple. Par ailleurs, l'environnement dans lequel vivaient les gens au début du XIXe siècle conduisait à l'ingestion de quantités d'arsenic que nous considérerions certainement aujourd'hui comme dangereuses. Alors, si sa mort est naturelle et due essentiellement au climat meurtrier, une question se pose, et je crois qu'au vu de ce que nous venons de voir, il ne faut surtout pas l'éluder. Napoléon fut-il, une seconde fois, après Waterloo, la victime indirecte du Tambora? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.